Marc n'avait jamais vu des animaux sauvages refuser de fuir un brasier. Pourtant, ces deux petits lynx gardaient farouchement l'épave fumante. L'objet qu'ils protégeaient dans les débris allait révéler un secret qui bouleverserait l'avenir de l'humanité. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous la regardez. C'est parti. L'aube se levait à peine sur les forêts des Vosges quand l'appel d'urgence retentit dans la caserne de pompiers de Gérardmer. L'air frais d'octobre portait encore les parfums de l'automne, mélange de feuilles mortes et de rosée matinale. Mais cette tranquillité allait bientôt être brisée par une découverte qui défierait toute logique. Captain Marc Dubois, vétéran de 23 ans de service, ne se doutait pas que cette intervention allait bouleverser sa vision de la nature et révéler un mystère si troublant qu'il entrait ses pensées pendant des mois. Incendie de véhicule, route forestière de la Grande Côte, aucune victime signalée, grésilla la radio alors que Marc enfilait son équipement avec la précision automatique née de milliers d'interventions similaires. À 52 ans, il avait tout vu, des accidents spectaculaires sur l'autoroute, des feux de forêt dévastateurs, des sauvetages en montagne qui défiaient l'imagination. Pourtant, quelque chose dans le ton de la dispatcher l'intriguait. « Attention équipe, comportement animal inhabituel signalé sur les lieux », ajouta-t-elle, une note d'incertitude perçant dans sa voix habituellement maîtrisée. Pierre Moreau, son collègue depuis 15 ans, leva un sourcil interrogateur en montant dans le camion. « Comportement animal inhabituel ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» À 38 ans, Pierre avait cette curiosité naturelle qui en faisait un excellent pompier, toujours prêt à comprendre les situations les plus complexes avant d'agir. Marc démarra le véhicule, les gyrophares découpant déjà des ombres dansantes dans la pénombre matinale. « On va bien voir », répondit-il, mais son instinct de vétéran lui soufflait que cette intervention serait différente des autres. La route forestière serpentait entre les sapins centenaires, leurs cimes se perdant dans une brume légère qui donnait au paysage un aspect presque irréel. 20 minutes plus tard, ils aperçurent la fumée noire qui s'élevait encore paresseusement vers le ciel. L'odeur âcre de plastique brûlé et de métal calciné envahit rapidement l'habitacle du camion, mélange familier mais toujours désagréable que tout pompier apprenait à supporter. Mais ce qui les frappa immédiatement, c'était le silence étrange qui régnait dans cette partie de la forêt, comme si la nature elle-même retenait son souffle. L'épave fumante apparut au détour d'un virage. Une Renault Scénic bleue, ou plutôt ce qu'il en restait, gisait sur le bas-côté, sa carrosserie noircie par les flammes qui avaient ravagé l'intérieur. Les vitres avaient explosé sous la chaleur, laissant béantes les ouvertures qui révélaient un habitacle dévasté. Marc gara le camion à distance réglementaire et coupa le moteur. C'est alors qu'ils l'entendirent, un miaulement plaintif, presque inaudible, qui semblait provenir de l'épave elle-même. « Tu as entendu ça ?» murmura Pierre, la main déjà sur la poignée de la portière. Marc hocha la tête, tous ses sens en alerte. Dans ses années d'expérience, il avait appris à faire confiance à ces détails qui échappent souvent aux autres. Ce miaulement n'était pas celui d'un chat domestique. Il y avait quelque chose de plus sauvage, de plus primitif dans cette plainte qui leur parvenait par intermittence. Ils s'approchèrent prudemment de l'épave, leurs équipements de protection cliquetant doucement dans le silence forestier. La voiture avait manifestement brûlé plusieurs heures auparavant, les dernières braises s'éteignant dans un crépitement occasionnel. Marc fit le tour du véhicule, inspectant méthodiquement chaque détail, quand Pierre l'appela d'une voix étranglée par la surprise. « Marc, viens voir ça, tu ne vas pas le croire. » Près de la portière arrière gauche, à demi cachée sous les débris de métal tordu, deux petites formes rousses étaient blotties l'une contre l'autre. Au premier regard, Marc pensa à des chatons, mais quelque chose clochait dans leurs proportions, dans la forme de leurs oreilles surmontées de pinceaux de poils noirs caractéristiques. Ces créatures n'étaient pas des chats ordinaires. « Mon Dieu !»
souffla Marc en s'agenouillant lentement pour mieux observer. Ce sont des lynx, des bébés lynx. Les deux petits félins, âgés d'environ 3 mois à en juger par leur taille, le regardaient avec des yeux dorés emplis d'une méfiance sauvage, mais aussi d'une détresse poignante. Leur pelage taché de brun et de noir était souillé de suie, et Marc put voir qu'ils tremblaient autant de froid que de peur. Pierre secoua la tête, incrédule. « Des lynx, ici? Mais qu'est-ce qu'ils font près d'une voiture brûlée ?» Sa formation de pompier lui avait appris à identifier de nombreuses espèces d'animaux sauvages, mais voir des lynx dans cette région des Vosges relevait de l'extraordinaire. Ces félins avaient quasiment disparu de France, et leur présence ici constituait déjà un mystère en soi. Marc tendit lentement la main vers les petits, mais ils se recroquevillèrent davantage, émettant de faibles feulements d'avertissement qui n'avaient rien de menaçant, tant ils étaient jeunes et affaiblis. « Ils gardent quelque chose », murmura-t-il, en observant leur comportement. Les lynx ne semblaient pas simplement terrifiés par l'incendie ou par leur présence. Ils protégeaient activement quelque chose, refusant obstinément de s'éloigner de l'épave, malgré leur peur évidente des humains. « Regarde comme ils se positionnent », fit remarquer Pierre, en désignant la manière dont les deux petits s'étaient placés. « Ils font un rempart avec leur corps, comme s'ils cachaient quelque chose derrière eux. » Effectivement, les lynx s'étaient disposés de façon à bloquer la vue vers l'intérieur de l'habitacle, leur petit corps formant une barrière dérisoire mais déterminée. Marc sentit son pouls accélérer. En 2 décennies de carrière, il avait développé un 6e sens pour les situations inhabituelles, et celle-ci dépassait tout ce qu'il avait pu rencontrer. Des lynx juvéniles gardant farouchement une voiture incendiée, refusant de fuir malgré le danger et la présence humaine. Cela défiait tous les comportements naturels connus de ces félins sauvages. « Il faut qu'on voie ce qu'il y a à l'intérieur », déclara Marc, mais sa voix trahissait une appréhension grandissante. « Ces petits ne restent pas là par hasard. Quelque chose les retient, quelque chose d'important. » Pierre acquiesça, mais ils savaient tous les deux qu'approcher davantage ne serait pas simple. Malgré leur jeune âge, ces lynx restaient des prédateurs sauvages, et leur instinct de protection semblait plus fort que leur peur. L'un des lynx émit alors un miaulement différent, plus long, plus mélodieux, qui résonna étrangement dans la forêt silencieuse. Un appel qui semblait chargé d'une émotion que Marc n'arrivait pas à identifier, mais qui lui serra le cœur d'une façon inexplicable. Cet appel ne s'adressait manifestement pas à eux. « Ils appellent quelqu'un », chuchota Pierre, la voix emplie d'une émotion soudaine, « ou quelque chose ». L'autre petit lynx lui répondit par un miaulement similaire, et Marc comprit qu'ils assistaient à quelque chose d'extraordinairement rare, une communication entre ces félins sauvages et mystérieux, un échange chargé de sens qu'ils ne pouvaient qu'effleurer. C'est à ce moment précis que Marc remarqua un détail qui changea tout. À travers les débris de verre et de métal, dans l'obscurité de l'habitacle dévasté, quelque chose bougeait. Quelque chose que les lynx gardaient avec tant de détermination. Quelque chose qui allait révéler un secret si bouleversant qu'il remettrait en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur la nature et ses mystères les plus profonds. Marc se pencha davantage, plissant les yeux pour percer l'obscurité de l'habitacle calciné. Ce qu'il aperçut le figea sur place. À travers les restes carbonisés des sièges, une forme indistincte mais indéniablement vivante se mouvait lentement. Son cœur battit plus fort quand il réalisa l'ampleur de la situation. Les deux petits lynx ne montaient pas seulement la garde par instinct. Ils protégeaient activement quelque chose, ou plutôt quelqu'un, avec une détermination qui transcendait leur peur naturelle des humains. « Pierre, appelle les secours vétérinaires d'urgence », ordonna Marc d'une voix tendue, sans quitter des yeux la scène surréaliste qui se déroulait devant eux. « Et contacte aussi le centre de faune sauvage de la Vologne. On va avoir besoin de spécialistes. »
Pierre s'éloigna rapidement vers le camion, laissant Marc seul face à ce mystère qui défiait toute explication rationnelle. L'un des lynx, légèrement plus grand que l'autre, se leva soudainement et s'approcha de l'ouverture béante où se trouvait autrefois la portière arrière. Ses mouvements étaient empreints d'une grâce naturelle malgré son jeune âge, mais Marc pouvait voir la tension dans chacun de ses muscles. Le petit félin disparut momentanément dans l'habitacle, et Marc entendit des sons étouffés, comme si l'animal déplaçait délicatement quelque chose. Quelques secondes plus tard, le lynx réapparut, portant dans sa gueule quelque chose qui fit vaciller toutes les certitudes de Marc. Un troisième petit lynx, encore plus jeune que les deux autres, pendant mollement entre les mâchoires de son protecteur. Ce petit était visiblement inconscient, son pelage roussi par endroits, sa respiration à peine perceptible, mais il était vivant. « Mon Dieu !» murmura Marc, sentant ses jambes se dérober sous lui. La scène qui se déroulait sous ses yeux dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Ces lynx juvéniles avaient sauvé leur petit frère ou petite sœur des flammes et refusaient maintenant d'abandonner celui ou celle qu'ils avaient réussi à extraire du brasier. Leur comportement révélait une intelligence et une solidarité familiale d'une profondeur extraordinaire. Le lynx porteur déposa délicatement son fardeau sur l'herbe humide, près de la voiture, puis se mit à le lécher méthodiquement, nettoyant la suie de son pelage avec des gestes d'une tendresse bouleversante. Son compagnon les rejoignit immédiatement, et ensemble, ils formèrent un cocon protecteur autour du petit blessé, leur corps réchauffant celui qui luttait visiblement contre la mort. Pierre revint en courant, le visage marqué par l'urgence. Les vétérinaires arrivent dans 20 minutes. Le centre de faune sauvage envoie également leurs spécialistes des félins. Mais Marc, il s'interrompit en découvrant la nouvelle scène. Il y en a un troisième? Ils l'ont sorti de la voiture, expliqua Marc d'une voix blanche. Ces petits ont organisé un véritable sauvetage. Regarde-les maintenant. Effectivement, les deux lynx avaient développé une stratégie de soins remarquable. L'un léchait constamment le pelage du blessé pour maintenir sa circulation sanguine, tandis que l'autre montait une garde vigilante, scrutant les alentours avec des yeux alertes. Mais comment des lynx si jeunes peuvent-ils avoir développé de tels comportements? S'interrogea Pierre, fasciné malgré la gravité de la situation. D'habitude, à cet âge, ils dépendent entièrement de leur mère pour la survie. Marc observait attentivement les interactions entre les trois félins, et plus il regardait, plus il réalisait qu'il assistait à quelque chose d'unique dans le monde animal. Regarde leurs mouvements, Pierre. Ils ne agissent pas par pur instinct. Il y a une coordination, une planification dans leurs gestes, comme s'ils avaient déjà vécu cette situation. Le lynx qui montait la garde émit soudain un miaulement d'alarme en direction de la forêt. Les oreilles dressées, tous ses sens en alerte, il fixait un point précis entre les arbres. Son compagnon cessa immédiatement ses soins et vint se placer en protection devant le petit blessé, adoptant une posture défensive malgré sa taille dérisoire. « Qu'est-ce qu'ils ont détecté ?» chuchota Pierre, la main instinctivement posée sur sa radio. Marc scruta la lisière de la forêt, mais ne distingua rien d'anormal. Pourtant, les lynx réagissaient à quelque chose que leur sens humain ne pouvait apercevoir. Leur ouïe ultra fine et leur odorat développé captaient des signaux invisibles pour les hommes. C'est alors qu'elle apparut. Une femelle lynx adulte émergea lentement des sous-bois, ses mouvements empreints d'une prudence extrême. Son pelage magnifique, moucheté de taches sombres caractéristiques, brillait dans la lumière matinale filtrée par les feuillages. Mais ce qui frappa immédiatement Marc, ce fut l'état de l'animal. Des traces de brûlure étaient visibles sur ses pattes et l'une de ses oreilles portait une marque de cautérisation récente. La mère, souffla Pierre, comprenant instantanément la situation. Elle était dans la voiture, elle aussi. Les deux petits lynx poussèrent des miaulements de joie et d'excitation en reconnaissant leur mère, mais ils ne bougèrent pas de leur position protectrice autour du petit blessé.
Même la joie des retrouvailles ne les détournait pas de leur mission de sauvetage. La femelle s'approcha prudemment, évaluant la menace que représentaient les deux hommes. Ses yeux dorés passaient alternativement de Marc et Pierre à ses petits, calculant visiblement les risques. Marc prit instinctivement une position moins menaçante, s'accroupissant lentement pour paraître moins imposant. Pierre l'imita, comprenant intuitivement que le moindre mouvement brusque pourrait faire fuir la famille de lynx et compromettre les chances de survie du petit blessé. « Elle évalue nos intentions », murmura Marc, fasciné par l'intelligence évidente de l'animal. « Regarde ses oreilles, sa posture. Elle sait que ses petits ont besoin d'aide, mais elle doit déterminer si nous représentons un danger ou une opportunité de salut. » La femelle lynx émit alors une série de sons complexes, mélange de grondements sourds et de miaulements modulés, s'adressant clairement à ses petits. La communication qui s'établit entre eux dépassa tout ce que Marc avait pu imaginer chez des animaux sauvages. Les jeunes lui répondirent par des vocalisations similaires, comme s'ils lui rapportaient les événements des dernières heures. « On dirait qu'ils se racontent ce qui s'est passé », observa Pierre, émerveillé. Cette femelle n'était pas là quand l'incendie s'est déclaré, et maintenant ses petits lui expliquent comment ils ont sauvé leur frère. Marc hocha la tête, de plus en plus convaincu qu'ils assistaient à un phénomène exceptionnel. La complexité de la communication entre ces félins sauvages suggérait un niveau de conscience et d'organisation sociale bien supérieur à ce que la science avait documenté jusqu'alors. Ces lynx ne se contentaient pas de survivre, ils planifiaient, coordonnaient leurs actions et prenaient soin les uns des autres avec une sophistication troublante. La mère lynx prit finalement sa décision. Elle s'avança vers ses petits avec une démarche décidée mais prudente, sans jamais perdre Marc et Pierre de vue. Arrivée près du petit blessé, elle le renifla longuement, évaluant son état avec l'expertise d'une mère expérimentée. Son examen terminé, elle leva les yeux vers les deux hommes et émit un miaulement long et plaintif qui résonna comme un appel à l'aide. « Elle nous demande de l'aide », dit Marc, la voix chargée d'émotion. « Cette femelle comprend que nous pouvons soigner son petit mieux qu'elle ne le peut. » Cette révélation le bouleversa profondément. Dans toute sa carrière, jamais il n'avait été témoin d'un animal sauvage sollicitant consciemment l'aide des humains pour sauver sa progéniture. Le grondement d'un moteur leur parvint de la route. Les vétérinaires arrivaient, mais Marc savait que l'aspect le plus délicat de cette intervention commençait maintenant. Comment approcher ces félins sauvages sans les effrayer? Comment gagner leur confiance suffisamment pour soigner le petit blessé? Et surtout, comment expliquer ce qu'ils venaient de découvrir sans passer pour des illuminés? Dr Sophie Lemaire fut la première à descendre du véhicule vétérinaire. Spécialiste reconnue de la faune sauvage, elle avait été prévenue par radio de la nature exceptionnelle de l'intervention. Mais quand elle découvrit la scène, son expression professionnelle céda la place à un émerveillement pur. « Dans 30 ans de pratique vétérinaire, » murmura-t-elle en s'agenouillant à distance respectueuse de la famille de lynx, « jamais je n'ai vu quelque chose de comparable. Ces félins ont développé des stratégies de sauvetage et de soins qui défient tout ce que nous savons sur leur comportement. » L'intervention qui suivit fut d'une délicatesse extraordinaire. La mère lynx, comprenant apparemment que ces nouveaux arrivants venaient aider son petit, maintint une surveillance constante mais n'interfère pas avec les soins. Les deux jeunes lynx continuèrent leur garde protectrice, formant un cercle de sécurité autour de leur frère, pendant que Dr Lemaire l'examinait avec des gestes d'une précision millimétrique. Le diagnostic fut rassurant. Inhalation de fumée, quelques brûlures superficielles, mais rien de vital n'était touché. Avec des soins appropriés, le petit lynx survivrait. Mais le plus extraordinaire restait à venir. Car ce qu'ils allaient découvrir dans les heures suivantes révélerait un secret si bouleversant qu'il remettrait en question tout ce que l'humanité croyait savoir sur l'intelligence et l'organisation sociale des félins sauvages.
Dr Sophie Lemaire déploya son matériel vétérinaire avec une précision millimétrique, chaque geste calculé pour ne pas effrayer la famille de lynx qui observait ses moindres mouvements. Ses 30 années d'expérience avec la faune sauvage lui avaient appris que certaines situations réclamaient une approche totalement différente, et celle-ci dépassait tout ce qu'elle avait pu rencontrer auparavant. La mère lynx maintenant une surveillance constante, ses yeux dorés ne quittaient jamais les mains de la vétérinaire, comme si elle évaluait en permanence les intentions de cette étrangère qui s'approchait de son petit. L'examen révéla rapidement des détails troublants. Le petit lynx blessé, outre ses brûlures superficielles et son inhalation de fumée, portait autour du cou un collier si fin qu'il était presque invisible sous son pelage roussi. Dr Lemaire fronça les sourcils en découvrant cet objet qui n'avait rien de naturel. « Marc, regardez ça », murmura-t-elle en écartant délicatement les poils pour révéler un dispositif d'une facture manifestement technologique. Le collier était d'une sophistication étonnante, composé d'un matériau qui semblait absorber la lumière plutôt que la réfléchir. Des microcircuits étaient visibles sous une protection transparente et de minuscules antennes s'étendaient sur quelques millimètres seulement. Marc s'agenouilla pour mieux observer, son expérience de pompier lui ayant appris à identifier rapidement les objets potentiellement dangereux. « Ce n'est pas un collier de recherche standard », constata-t-il. « J'ai déjà vu les équipements utilisés par les biologistes pour traquer les animaux sauvages. Ça, c'est autre chose. » Pierre documenta la découverte avec son appareil photo, immortalisant chaque détail de ce dispositif mystérieux. « Regardez la finition », fit-il remarquer en zoomant sur l'objet. « Ce niveau de miniaturisation, cette intégration, on dirait presque de la technologie militaire. » Dr Lemaire acquiesça, partageant son inquiétude grandissante. Dans toute sa carrière, jamais elle n'avait rencontré d'équipement de recherche aussi avancé sur un animal sauvage. Mais ce qui la troubla encore davantage fut la réaction des autres lynx face à sa découverte du collier. La mère et les deux jeunes semblèrent immédiatement comprendre l'importance de cet objet, leur posture se modifiant subtilement pour former une protection encore plus serrée autour du petit blessé. Leurs miaulements prirent une tonalité différente, plus urgente, comme s'ils tentaient de communiquer quelque chose de crucial aux humains présents. « Ils savent ce que c'est », observa Marc, de plus en plus fasciné par le comportement de ces félins. « Regardez comme ils réagissent. Ce collier n'est pas un simple dispositif de recherche qu'on aurait posé sur l'un d'eux. Il fait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'ils comprennent parfaitement. » Cette révélation le fit frissonner. Si ces lynx savaient ce qu'était ce dispositif, cela impliquait un niveau de conscience et de compréhension technologique qui défiait toutes les connaissances actuelles sur l'intelligence animale. Dr Lemaire poursuivit son examen, mais découvrit rapidement que le collier était verrouillé par un système qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Aucune fermeture visible, aucun mécanisme apparent, comme si l'objet avait été conçu pour ne jamais être retiré. « C'est impossible », murmura-t-elle en passant ses doigts expérimentés autour du cou du petit lynx. « Il n'y a aucun point d'ouverture, aucun système de verrouillage identifiable. Comment a-t-il été placé ?» L'un des jeunes lynx s'approcha alors de Dr Lemaire et émit une série de sons complexes, presque mélodieux, qui ressemblait davantage à un langage structuré qu'à de simples vocalisations animales. La vétérinaire suspendit son geste, frappée par la richesse et la modulation de ces sons. « On dirait qu'il essaie de me dire quelque chose de spécifique, » dit-elle, la voix emplie d'émerveillement. « Ces vocalisations ont une structure, une logique interne que je n'ai jamais observée chez aucun félin. » Marc et Pierre échangèrent un regard lourd de sens. Depuis le début de cette intervention, ils accumulaient les découvertes qui remettaient en question leur certitude sur le monde animal. Des lynx qui organisaient des sauvetages, qui communiquaient avec une sophistication troublante, qui portaient des dispositifs technologiques avancés
et qui semblait comprendre des concepts abstraits comme la collaboration avec les humains. Dr Lemaire reprit son examen, mais découvrit un détail encore plus déconcertant. En palpant délicatement le cou du petit lynx, elle sentit sous la peau une petite protubérance qui ne correspondait à aucune anatomie normale. « Il y a quelque chose sous la peau », annonça-t-elle, la voix tendue par l'inquiétude. « Une masse foraine probablement artificielle, implantée chirurgicalement. » Cette révélation figea tout le monde. L'idée qu'un animal sauvage puisse porter des implants technologiques dépassait l'entendement. Marc sentit une colère sourde monter en lui à l'idée que quelqu'un ait pu expérimenter sur ces créatures magnifiques. Qui pourrait faire ça? Et pourquoi? Gronda-t-il, ses poings se serrant involontairement. Attendez, dit soudain Pierre qui observait attentivement la famille de lynx. Regardez leurs oreilles. Vous voyez ces petites marques? Effectivement, en examinant plus attentivement, tous les lynx portaient de minuscules cicatrices circulaires derrière leurs oreilles, si petites qu'elles étaient presque invisibles sous leur pelage. Des marques qui ressemblaient à des points d'injection ou d'implantation. Dr Lemaire dirigea une petite lampe vers ces marques et découvrit qu'elles émettaient une faible fluorescence bleutée sous la lumière. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, reculant instinctivement. Ces marques contiennent des composants qui réagissent à certaines longueurs d'onde, on dirait des puces biologiques. La mère lynx choisit ce moment pour s'avancer vers Dr Lemaire. Avec une délicatesse surprenante, elle posa sa patte sur le bras de la vétérinaire et émit un miaulement long et modulé qui résonna comme une mélodie complexe. Puis, dans un geste qui laissa tout le monde sans voix, elle tourna sa tête pour exposer clairement la marque derrière son oreille, comme si elle voulait que les humains l'examinent. « Elle nous montre volontairement son implant », chuchota Marc, ébahi. « Cette femelle comprend que nous avons découvert quelque chose d'important et elle veut nous aider à comprendre. » Ce niveau de coopération consciente entre un animal sauvage et des humains dépassait tout ce qu'il avait cru possible. Dr Lemaire examina la marque de la mère lynx avec sa lampe spécialisée. La fluorescence était encore plus marquée que chez le petit, et elle put distinguer des motifs géométriques complexes sous la peau, comme des circuits intégrés biologiques. « Ces implants ne sont pas rudimentaires », constata-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Ils semblent intégrés au système nerveux de l'animal. C'est une technologie que je n'ai jamais vue, même dans les laboratoires les plus avancés. » Pierre continuait à documenter chaque découverte, mais son appareil photo se mit soudain à dysfonctionner quand il tenta de photographier les implants en gros plan. L'écran grésilla, des lignes de parasites apparurent, puis l'appareil s'éteignit complètement. « C'est impossible », marmonna-t-il en tentant de le rallumer. La batterie était pleine et l'appareil fonctionnait parfaitement il y a quelques minutes. Marc sortit sa radio pour contacter la caserne, mais découvrit que son équipement subissait le même sort. Grésillement, interférence, puis silence total. Les implants, réalisa-t-il soudain. Ils émettent quelque chose qui interfère avec nos équipements électroniques. Cette découverte ajoutait une dimension encore plus inquiétante au mystère. Si ces dispositifs pouvaient perturber les appareils électroniques, leur capacité réelle restait totalement inconnue. Les lynx semblaient percevoir la confusion grandissante des humains. La mère émit une nouvelle série de vocalisations, et ses petits lui répondirent par des sons similaires. Puis, dans un comportement absolument extraordinaire, ils se disposèrent en formation autour de l'épave de la voiture et commencèrent à émettre un chant complexe, leur voix se mêlant dans une harmonie troublante qui résonna dans toute la forêt. « Ils chantent », murmura Dr Lemaire, les larmes aux yeux. « Ces lynx exécutent un chant coordonné, avec des harmonies et des modulations qui relèvent de la musique pure. » Le chant dura plusieurs minutes, emplissant l'air matinal d'une mélodie à la fois sauvage et profondément émouvante. Quand il se termina, un silence surnaturel s'abattit sur la forêt,
comme si la nature elle-même avait retenu son souffle. C'est alors qu'ils l'entendirent. Au loin, répondant au chant des lynx, d'autres voix similaires s'élevèrent de différents points de la forêt. Des appels qui se rapprochaient progressivement, portés par le vent matinal. « Il y en a d'autres », souffla Marc, réalisant l'ampleur de la situation. « Combien sont-ils » Dr Lemaire effectua rapidement les soins d'urgence sur le petit lynx blessé, mais elle savait qu'ils avaient découvert quelque chose qui dépassait largement ses compétences vétérinaires. Ces félins n'étaient pas de simples animaux sauvages. Ils étaient porteurs d'une technologie avancée, capable de communication complexe et d'organisation sociale sophistiquée. Mais surtout, ils semblaient faire partie d'un réseau plus vaste, d'un groupe organisé dont les véritables dimensions restaient à découvrir. Quand elle termina les soins, la mère lynx s'approcha et renifla délicatement son petit, vérifiant l'état des bandages et des traitements appliqués. Puis, dans un geste d'une confiance bouleversante, elle lécha doucement la main de Dr Lemaire en signe de reconnaissance. « Ils nous font confiance maintenant », murmura la vétérinaire, émue aux larmes. « Mais je crains que nous ne soyons qu'au début de cette histoire. Ce que nous avons découvert aujourd'hui va changer notre compréhension de la faune sauvage, et peut-être bien plus encore. » Les premiers à émerger de la forêt furent 2 lynx adultes, leur silhouette majestueuse se découpant entre les troncs sombres des sapins. Ils avançaient avec une grâce fluide qui contrastait étrangement avec la précision militaire de leurs mouvements. Marc observa immédiatement que ces nouveaux arrivants portaient eux aussi les mêmes marques fluorescentes derrière les oreilles, mais quelque chose dans leur comportement différait radicalement de tout ce qu'il connaissait du comportement félin sauvage. Ils ne montraient aucune crainte face aux humains, aucune hésitation territoriale face à leurs congénères déjà présents. Au contraire, ils s'approchèrent directement de la famille de lynx, rassemblée près de l'épave, et entamèrent une série d'échanges vocaux d'une complexité saisissante. Dr Lemaire, qui avait étudié les communications animales pendant des décennies, n'avait jamais rien entendu de comparable. Ces échanges présentaient une structure linguistique évidente, avec des modulations tonales qui semblaient porter des informations spécifiques, des pauses calculées et des réponses coordonnées qui évoquaient davantage une conversation qu'une simple communication instinctive. « Écoutez attentivement », murmura-t-elle à Marc et Pierre. « Il se passe des informations. Regardez comme chaque vocalisation provoque une réaction précise chez les autres. Il y a une grammaire dans leurs échanges, une logique communicationnelle que nous ne soupçonnions même pas. » Effectivement, l'un des nouveaux arrivants semblait interroger la mère lynx sur l'état de son petit, et ses questions étaient suffisamment précises pour obtenir des réponses détaillées sur les soins prodigués. Pierre remarqua que les interférences électroniques s'intensifiaient avec l'arrivée de chaque nouveau lynx. Sa radio émettait maintenant un bourdonnement constant, et même sa montre digitale affichait des chiffres incohérents. Plus ils sont nombreux, plus les perturbations augmentent, constata-t-il avec une inquiétude grandissante. Comme si leurs implants communiquaient entre eux et créaient un réseau d'interférences. Marc sentit un frisson d'appréhension parcourir son échine. L'idée que ces animaux puissent former un réseau technologique dépassait tout ce qu'il avait cru possible. « Docteur Lemaire, avez-vous déjà entendu parler de recherches impliquant des implants de communication chez les animaux sauvages ?» demanda-t-il, espérant une explication rationnelle à ce qu'ils observaient. La vétérinaire secoua la tête, visiblement troublée. Rien de cette sophistication. Il existe des puces d'identification, des colliers GPS, même des dispositifs de surveillance comportementale, mais jamais rien qui permette une communication interespèces ou qui interfère avec les équipements électroniques. Cette technologie est révolutionnaire. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot, trahissant l'ampleur de son bouleversement face à cette découverte. Un 3e groupe de lynx apparut alors, et Marc compta désormais 8 félins adultes plus les 3 petits initiaux. Tous portaient les mêmes implants,
Tous communiquaient avec la même sophistication troublante. Mais ce qui le frappa le plus fut leur organisation spatiale. Ils ne se disposaient pas au hasard autour de l'épave, mais formaient un cercle parfait, chaque animal occupant une position précise comme s'il obéissait à un plan préétabli. Ils forment une géométrie, observa Pierre, son objectif d'appareil photo complètement inutilisable, mais ses yeux de photographe toujours actifs. Regardez leur position relative. C'est un octogone parfait, avec la famille originale au centre. Aucun animal sauvage ne s'organise spontanément avec cette précision mathématique. Dr Lemaire s'agenouilla près du petit lynx blessé pour vérifier ses pansements, mais fut surprise de constater que l'un des lynx adultes l'observait attentivement, comme s'il évaluait la qualité de ses soins. Quand elle termina son examen, le lynx s'approcha et renifla délicatement les bandages, puis émit un son bref qui ressemblait étrangement à une approbation. « Il vérifie mon travail », murmura-t-elle, ébahie. Ce lynx comprend les soins médicaux et évalue leur pertinence. C'est comme s'il avait des connaissances vétérinaires. Cette révélation la bouleversa profondément. Si ces félins possédaient des connaissances médicales, cela impliquait un niveau d'intelligence et d'apprentissage qui révolutionnerait la compréhension de la cognition animale. Soudain, tous les lynx cessèrent leur communication et tournèrent simultanément leur tête vers un point précis de la forêt. Leurs oreilles se dressèrent, leurs muscles se tendirent, et une tension palpable envahit le groupe. Marc suivit leur regard, mais ne distingua rien d'anormal. Pourtant, quelque chose approchait, quelque chose que seuls les sens surdéveloppés des félins pouvaient détecter. Le bruit se fit finalement audible pour les humains, un ronronnement sourd et régulier qui ne ressemblait à aucun son naturel. Il provenait des profondeurs de la forêt et se rapprochait lentement mais inexorablement. Marc sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque quand il réalisa que ce son avait une cadence mécanique, artificielle. « Ce n'est pas un animal », chuchota Pierre, la voix tendue par l'angoisse. « Ça ressemble à un moteur, mais d'un type que je ne connais pas. » Le ronronnement s'intensifiait, accompagné maintenant d'un léger sifflement qui évoquait le déplacement d'air à haute vitesse. Quelque chose volait dans la forêt, quelque chose d'assez petit pour naviguer entre les arbres, mais d'assez puissant pour produire ce bruit caractéristique. Les lynx réagirent de manière surprenante. Au lieu de fuir ou de se cacher, ils resserrèrent leur formation autour de la famille avec le petit blessé, et plusieurs d'entre eux levèrent leur tête vers le ciel, émettant des vocalisations qui ressemblaient à des signaux de reconnaissance. « Ils appellent ce qui arrive », réalisa Marc avec stupéfaction. « Ils communiquent avec la source de ce bruit. » Dr Lemaire serra instinctivement sa trousse médicale contre elle, tous ses instincts de survie en alerte. « Nous devrions peut-être nous éloigner », suggéra-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. La fascination scientifique luttait contre la prudence dans son esprit. Quoi qu'il se passe, elle assistait à un phénomène unique qui pourrait révolutionner sa compréhension du monde animal. C'est alors qu'ils le virent. Un objet sphérique de la taille d'un ballon de football émergea d'entre les arbres, flottant à 3 mètres du sol, avec une stabilité parfaite. Sa surface métallique réfléchissait la lumière matinale, et de fines antennes s'étendaient sur toute sa circonférence. L'objet se dirigea directement vers le groupe de lynx, ignorant complètement la présence des humains. « Un drone », souffla Pierre, mais sa voix trahissait son incertitude. Ce qu'ils observaient dépassait largement la technologie des drones civils ou même militaires qu'ils connaissaient. L'objet ne produisait aucun bruit de rotor, aucune turbulence visible, et sa capacité à naviguer avec précision entre les branches témoignait d'un système de guidage extraordinairement sophistiqué. Le drone s'immobilisa au centre du cercle formé par les lynx à hauteur de leur tête. Immédiatement, les implants des félins commencèrent à émettre une lueur plus intense, visible même en plein jour. Les interférences électroniques atteignirent un niveau tel que la radio de Marc émit un grésillement strident
avant de se taire définitivement. « Ils communiquent avec cette machine », murmura Dr Lemaire, fasciné malgré sa peur. Les implants servent d'interface de communication avec cette technologie. Cette révélation la frappa comme un coup de poing. Si ces lynx pouvaient interagir avec des machines volantes, cela impliquait un niveau d'intégration technologique qui défiait toute logique naturelle. Le drone émit alors une série de bips modulés, et chaque lynx lui répondit par des vocalisations spécifiques. Un véritable dialogue s'établit entre la machine et les animaux, un échange d'informations qui laissa les trois humains sans voix. « C'est impossible », répéta Dr Lemaire comme une litanie. Les animaux ne peuvent pas développer une symbiose technologique aussi avancée. Cela nécessiterait des décennies de conditionnement et d'adaptation. Marc observa attentivement l'interaction et remarqua que le drone semblait porter un intérêt particulier au petit lynx blessé. Il descendit légèrement et projeta un faisceau lumineux bleu sur l'animal, effectuant ce qui ressemblait à un scan médical. Les données ainsi collectées furent immédiatement transmises aux lynx adultes, qui réagirent par des miaulements d'apparent soulagement. Il évalue l'état de santé du petit, comprit Pierre. Cette machine effectue un diagnostic médical et partage les résultats avec la famille. Cette capacité d'analyse biologique témoignait d'une technologie médicale avancée intégrée dans un système de communication interespèces révolutionnaire. Après plusieurs minutes d'échange, le drone s'éleva lentement et se dirigea vers l'épave de la voiture. Il la survola méthodiquement, projetant ses faisceaux lumineux sur chaque partie du véhicule calciné. Marc comprit qu'il analysait la scène de l'incendie, collectant des données sur les circonstances qui avaient mené à cette situation dramatique. Une fois son analyse terminée, le drone revint vers les lynx et émit une longue séquence de bips complexes. La réaction des félins fut immédiate et troublante. Plusieurs d'entre eux se mirent à émettre des vocalisations qui ressemblaient étrangement à de la colère ou de l'inquiétude. « Mauvaise nouvelle », marmonna Marc, comprenant instinctivement que le rapport du drone contenait des informations alarmantes. La mère lynx s'approcha alors de Dr Lemaire et posa délicatement sa patte sur le bras de la vétérinaire. Dans ses yeux dorés, Marc lut une supplique muette mais claire. Ils avaient besoin d'aide, et pas seulement pour soigner le petit blessé. Quelque chose de plus grand, de plus dangereux se tramait, et ces lynx extraordinaires cherchaient des alliés humains pour faire face à une menace qu'ils ne pouvaient affronter seuls. Le drone effectua un dernier survol de la zone avant de s'immobiliser au-dessus du groupe, projetant soudainement une lumière holographique qui matérialisa dans l'air une image tridimensionnelle d'une précision saisissante. Marc sentit son cœur bondir dans sa poitrine quand il reconnut la scène projetée, l'épave de la voiture, mais avant l'incendie, avec trois silhouettes humaines distinctement visibles à l'intérieur du véhicule. L'hologramme montrait les derniers moments précédant la tragédie, et ce qu'ils découvrirent glaça le sang des trois témoins. « Mon Dieu !» chuchota Dr Lemaire en observant la reconstitution. Il y avait des gens dans cette voiture, des chercheurs, à en juger par leurs équipements. Effectivement, l'hologramme révélait la présence de matériel scientifique sophistiqué, des ordinateurs portables, des dispositifs de surveillance et ce qui ressemblait à des cages de transport pour animaux. L'un des occupants tenait dans ses mains un dispositif de contrôle qui émettait des signaux vers les implants des lynx. Pierre observa attentivement les détails de la projection et remarqua quelque chose de troublant. « Regardez l'expression des lynx dans l'hologramme », fit-il remarquer. « Ils ne semblent pas libres. Leur posture indique qu'ils sont contrôlés. » Effectivement, les félins projetés se déplaçaient avec une rigidité mécanique qui contrastait fortement avec la grâce naturelle qu'ils affichaient maintenant. L'hologramme se modifia alors pour montrer la séquence de l'incendie. Une explosion soudaine à l'intérieur du véhicule, des flammes qui se propagèrent avec une rapidité anormale et les lynx qui brisèrent leurs liens technologiques dans la confusion. Marc comprit immédiatement que ce n'était pas un accident. Sabotage,
murmura-t-il. Quelqu'un a volontairement détruit cette voiture et tué les chercheurs. Les lynx réagirent à cette révélation par une cacophonie de vocalisations chargées d'émotions. Leur miaulement exprimait clairement la douleur, la colère et quelque chose qui ressemblait étrangement à de la gratitude envers leurs anciens geôliers. Docteur. Le maire comprit que ces animaux avaient développé des liens complexes avec les humains qui les étudiaient, mélange de dépendance et d'affection qui rendait leur libération forcée encore plus traumatisante. Ils pleurent leur bourreau, réalisa-t-elle avec émotion. Malgré le contrôle technologique qu'ils subissaient, ces lynx avaient développé des attachements avec les chercheurs. Ils sont en deuil. Cette dimension émotionnelle ajoutait une profondeur troublante à la situation. Ces félins n'étaient pas de simples cobayes, mais des êtres conscients capables d'émotions complexes et de relations interspécifiques sophistiquées. L'hologramme révéla ensuite un détail qui changea radicalement leur compréhension des événements. Juste avant l'explosion, l'un des chercheurs avait activé un dispositif d'urgence qui avait libéré les lynx de leur contrôle technologique. Ce geste héroïque, accompli dans les derniers instants de sa vie, avait rendu aux félins leur libre arbitre et leur avait permis de sauver le plus jeune d'entre eux. Il les a libérés, souffla Marc, ému par le sacrifice de cet inconnu. Ce chercheur a choisi de rendre leur autonomie aux lynx plutôt que de les laisser mourir sous contrôle. Le drone émit alors une série de bips mélancoliques et tous les lynx baissèrent leur tête dans ce qui ressemblait à un moment de recueillement pour leur bienfaiteur décédé. Dr Lemaire s'approcha délicatement de la mère lynx et posa sa main sur son flanc. « Je comprends maintenant pourquoi vous nous faites confiance, » murmura-t-elle. « Vous savez distinguer les humains qui veulent vous aider de ceux qui veulent vous exploiter. » La femelle lynx leva ses yeux dorés vers elle et émit un miaulement doux qui résonna comme un remerciement. Soudain, le drone émit un signal d'alarme strident qui fit sursauter tout le monde. Ses capteurs avaient détecté quelque chose qui approchait et les lynx réagirent immédiatement en resserrant leur formation défensive. Leurs implants se mirent à pulser d'une lumière rouge et leurs vocalisations prirent une tonalité d'urgence que Marc n'avait jamais entendue. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Pierre, balayant la forêt du regard à la recherche de la source du danger. Le drone s'éleva rapidement à la cime des arbres, ses capteurs orientés vers le sud, d'où provenait un bruit sourd qui se rapprochait inexorablement. Ce n'était pas le bourdonnement léger d'un drone civil, mais le grondement puissant de moteurs militaires. « Hélicoptère », identifia Marc en reconnaissant le son caractéristique des rotors multiples. Au moins 3 appareils, probablement de type militaire. Les lynx semblaient connaître cette menace et commencèrent à se disperser selon un plan visiblement préétabli. Certains emportèrent le petit blessé vers la forêt profonde, tandis que d'autres restèrent pour protéger la retraite du groupe. Dr Lemaire comprit immédiatement les enjeux. « Ils viennent récupérer les lynx, » dit-elle, la voix tremblante d'angoisse. « Whoever a tué les chercheurs veut maintenant capturer les animaux. » Cette révélation la terrifia. Si ces lynx étaient suffisamment précieux pour justifier un meurtre et une opération de récupération militaire, leur technologie dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. La mère lynx s'approcha une dernière fois de Dr Lemaire et déposa quelque chose à ses pieds. Un petit objet métallique qui ressemblait à une clé USB, mais avec des circuits intégrés d'une complexité extraordinaire. « Elle nous donne quelque chose », murmura la vétérinaire en ramassant délicatement l'objet. « Un message, des données, quelque chose qu'elle veut préserver. » Marc observa l'objet et réalisa immédiatement son importance. « C'est ce pourquoi ils sont morts », dit-il avec certitude. « Les recherches, les données, tout est là-dedans. Et maintenant nous en sommes les gardiens. » Le poids de cette responsabilité l'écrasait. Il détenait maintenant des informations qui avaient coûté la vie à 3 personnes et qui justifiaient une opération militaire de récupération. Les hélicoptères étaient maintenant visibles au-dessus de la canopée.
leur silhouette noire se découpant contre le ciel matinal. Le drone des lynx émit un dernier signal avant de disparaître dans la forêt à une vitesse surnaturelle, emportant avec lui tous les secrets de cette technologie révolutionnaire. Les lynx eux-mêmes achevaient leur dispersion, leurs implants cessant de pulser pour les rendre invisibles aux capteurs électroniques. « Nous devons partir », déclara Marc avec urgence. « Si nous restons ici, nous deviendrons des témoins gênants. » Pierre était déjà en train de rassembler leur équipement, mais Dr Lemaire hésitait encore, regardant vers la forêt où avaient disparu ces nouveaux patients extraordinaires. « Et s'ils ont besoin de soins médicaux supplémentaires ?» s'inquiéta-t-elle. Le petit était encore fragile, et nous ne savons pas si... Sa phrase fut interrompue par l'apparition du premier hélicoptère au-dessus de la clairière. L'appareil noir, sans aucune identification visible, commença à descendre vers l'épave de la voiture. « Docteur, nous partons maintenant », ordonna Marc en la tirant vers leur véhicule. « Ces lynx ont survécu à bien pire que nous ne pourrions imaginer. Ils sauront se débrouiller. » Mais alors qu'ils couraient vers leur camion, Dr Lemaire entendit une dernière fois les vocalisations des lynx, portées par le vent depuis les profondeurs de la forêt. C'était un chant d'adieu, mélodieux et troublant, qui semblait remercier les humains pour leur aide, tout en leur promettant qu'ils se retrouveraient. Ce chant la poursuivrait pendant des mois, hantant ses nuits et nourrissant sa détermination à comprendre ce qu'elle avait vécu ce matin-là. Alors qu'il s'éloignait rapidement de la zone, Marc gardait serré dans sa poche l'objet confié par la mère lynx. Il savait qu'il venait de vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui changerait leur vision du monde et de la place de l'humanité dans l'écosystème technologique émergent. Les lynx qu'ils avaient rencontrés n'étaient que le début d'une révolution silencieuse qui transformerait à jamais les relations entre les espèces. Dans son rétroviseur, Marc vit les hélicoptères se poser près de l'épave, déployant des équipes en tenue de protection qui commencèrent immédiatement à inspecter les lieux. Mais ils arrivaient trop tard. Les lynx avaient disparu, emportant avec eux leurs secrets, leur technologie et leur message d'espoir pour un futur où l'intelligence naturelle et artificielle pourrait coexister en harmonie. Le voyage de retour se déroula dans un silence lourd de questions non résolues. Chacun des trois témoins savait qu'ils avaient franchi un seuil, découvert une réalité qui dépassait l'entendement humain. Les lynx technologiquement augmentés n'étaient pas une anomalie, mais les précurseurs d'une évolution qui redéfinirait les frontières entre le naturel et l'artificiel, entre l'animal et la machine, entre l'instinct et la conscience. De retour à la caserne de Gérardmer, Marc se dirigea immédiatement vers son bureau, fermant soigneusement la porte derrière lui. L'objet confié par la mère lynx pesait dans sa poche comme un secret brûlant qui réclamait d'être dévoilé. Pierre et Dr Lemaire l'accompagnèrent, tous trois conscients qu'ils avaient besoin d'intimité pour examiner ce mystérieux dispositif sans risquer d'attirer l'attention de curieux indésirables. L'atmosphère était tendue, chargée de l'émotion de leur découverte extraordinaire et de l'inquiétude face aux implications de ce qu'ils avaient vécu. Marc sortit délicatement l'objet de sa poche et le posa sur son bureau sous la lampe de travail. Sous l'éclairage direct, le dispositif révéla une complexité technologique époustouflante. Sa surface métallique iridescente semblait contenir des circuits qui se reconfiguraient en permanence, créant des motifs géométriques changeants qui évoquaient plus l'art que l'ingénierie. Des connecteurs ultra fins émergeaient de sa base, si délicats qu'ils paraissaient presque organiques. « Je n'ai jamais rien vu de comparable », murmura Dr Lemaire en se penchant pour mieux observer. « Cette technologie dépasse tout ce que nous connaissons en termes de miniaturisation et d'intégration. » Pierre, dont l'expérience en équipement électronique était plus pratique, remarqua que l'objet émettait une très faible lueur pulsée, synchronisée avec un rythme qui rappelait étrangement un battement cardiaque.
Marc prit une profonde inspiration avant de brancher le dispositif sur son ordinateur personnel. L'écran vacilla momentanément, puis afficha une interface d'une beauté saisissante. Les données n'apparaissaient pas sous forme de texte traditionnel, mais comme une combinaison de symboles visuels, de sons harmoniques et de motifs géométriques qui semblaient communiquer directement avec l'intuition plutôt qu'avec la logique pure. C'est un langage multisensoriel, réalisa Dr Lemaire, fasciné. Ces informations sont codées de manière à être comprises par différents types d'intelligence, humaine et probablement animale. Cette révélation la frappa comme un éclair. Si cette technologie permettait une communication universelle entre espèces, elle révolutionnerait non seulement la recherche comportementale, mais l'ensemble des relations interespèces sur la planète. Les premières données qui se déchiffrèrent révélèrent l'identité des chercheurs décédés. Dr Elena Vasquez, spécialiste en neurobiologie comparative, professeur James Chen, expert en intelligence artificielle biologique, et Dr Sarah Montgomery, pionnière des interfaces cerveau-machine. Ces trois scientifiques travaillaient pour un consortium de recherche internationale appelé Project Genesis, dont la mission officielle était d'étudier l'évolution de l'intelligence chez les mammifères supérieurs. Project Genesis, répéta Marc en fronçant les sourcils. Ce nom me dit quelque chose. J'ai déjà entendu des rumeurs sur des recherches gouvernementales secrètes impliquant l'amélioration cognitive d'animaux militaires. Pierre acquiesça, se souvenant de discussions avec des collègues militaires qui évoquaient parfois des programmes de recherche classifiés sur l'augmentation des capacités animales pour des applications de défense. Les données suivantes révélèrent l'ampleur du projet. Les lynx qu'ils avaient rencontrés faisaient partie d'une communauté de plus de 50 félins génétiquement et technologiquement modifiés, dispersés dans plusieurs sites à travers l'Europe. Chaque animal portait des implants qui augmentaient considérablement ses capacités cognitives, lui permettant de comprendre des concepts abstraits, de planifier des actions complexes et de communiquer avec une sophistication proche du langage humain. 50 lynx augmentés, chuchota Dr Lemaire, bouleversé par cette révélation. Imagine l'impact écologique et éthique d'une telle population. Ces animaux ne sont plus vraiment sauvages, mais ils ne sont pas non plus domestiques. Ils représentent une nouvelle catégorie d'êtres vivants. Cette réflexion la troubla profondément. En tant que vétérinaire spécialisée dans la faune sauvage, elle avait consacré sa carrière à préserver l'authenticité des espèces naturelles. Marc continua à naviguer dans les données et découvrit les vraies raisons de l'élimination de l'équipe de recherche. Project Genesis avait été infiltré par des intérêts militaires qui voulaient utiliser les lynx comme armes biologiques intelligentes. Face à cette perversion de leurs recherches, Dr Vasquez et ses collègues avaient décidé de libérer leurs sujets d'étude et de détruire les données de contrôle qui permettaient de les manipuler. « Ils sont morts en héros », dit Pierre avec émotion. Ces chercheurs ont sacrifié leur vie pour empêcher que leurs découvertes soient utilisées à des fins destructrices. L'écran affichait maintenant des vidéos montrant les lynx avant leur libération, évoluant dans des laboratoires sophistiqués où ils résolvaient des puzzles complexes, utilisaient des outils rudimentaires et communiquaient entre eux avec une richesse vocabulaire stupéfiante. Les enregistrements montraient également l'évolution de la relation entre les chercheurs et leurs sujets. Au fil des mois, les lynx avaient développé des attachements individuels avec chaque scientifique, reconnaissant leur voix, réagissant à leurs émotions et même tentant de les consoler lors des moments difficiles. Cette dimension affective ajoutait une profondeur tragique au sacrifice final des chercheurs. Dr Lemaire essuya une larme en voyant Dr Vasquez jouer avec un jeune lynx qui ressemblait étrangement à celui qu'ils avaient soigné le matin même. « C'était vraiment lui », murmura-t-elle. « Le petit que nous avons sauvé était un de ses favoris. Regarde comme elle s'occupe de lui, comme elle lui apprend à utiliser ses nouvelles capacités. »
L'enregistrement montrait effectivement la chercheuse guidant patiemment le jeune lynx dans des exercices cognitifs complexes. Marc découvrit ensuite la partie la plus troublante des données, les coordonnées des autres sites où vivaient des communautés de lynx augmentées. Certaines installations avaient déjà été compromises par les forces militaires, leurs habitants capturés ou pire. Mais d'autres communautés restaient libres, cachées dans des régions reculées où elles développaient leur propre société basée sur leur intelligence hybride. Ils évoluent, réalisa Pierre en étudiant les rapports comportementaux. Ces lynx ne se contentent pas d'utiliser leurs augmentations, ils les développent, les transmettent à leur descendance et créent de nouvelles formes de culture animale. Cette évolution accélérée défiant toutes les théories établies sur l'adaptation des espèces et l'hérédité des caractères acquis, l'ordinateur émit soudain un signal d'alarme. Les données indiquaient qu'un programme de traque automatisé avait été activé pour localiser tous les dispositifs connectés au réseau Project Genesis. En accédant aux informations, Marc avait involontairement révélé leur position aux forces qui poursuivaient les lynx libérés. « Nous sommes compromis », annonça-t-il en fermant rapidement l'interface. Ce dispositif contenait un traceur dormant. En l'activant, nous avons signalé notre présence aux militaires. Pierre se dirigea immédiatement vers la fenêtre et scruta le ciel à la recherche de signes d'approche hostile. L'idée qu'ils puissent devenir des cibles les glaça d'effroi. Dr Lemaire réfléchit rapidement aux implications de leur situation. « Nous avons deux choix », dit-elle avec détermination. « Soit nous remettons ce dispositif aux autorités et nous oublions tout ce que nous avons vu, soit nous prenons le risque d'aider ces lynx extraordinaires à préserver leur liberté. » Marc la regarda, reconnaissant dans ses yeux la même flamme qui l'avait poussé à intervenir face au loup ce matin même. « Ces créatures nous ont fait confiance », déclara-t-il en glissant à nouveau le dispositif dans sa poche. « Elles nous ont confié leur secret le plus précieux. Nous ne pouvons pas les trahir maintenant. » Pierre acquiesça, malgré les risques énormes que cette décision impliquait pour leur carrière et peut-être même leur vie. Les données révélaient l'existence d'un réseau de soutien secret, composé de scientifiques, de défenseurs des animaux et d'individus conscients de l'importance de protéger cette nouvelle forme de vie intelligente. Ce réseau avait développé des moyens de communication sécurisés et des refuges où les lynx augmentés pouvaient vivre en paix, développant leurs capacités extraordinaires, loin des convoitises militaires et commerciales. « Nous faisons maintenant partie de quelque chose de plus grand », murmura Dr Lemaire en regardant par la fenêtre vers la forêt où s'étaient réfugiés leurs nouveaux amis extraordinaires. Ces lynx représentent l'avenir de l'intelligence sur Terre, un avenir où les frontières entre les espèces s'estompent au profit d'une compréhension mutuelle plus profonde. Marc sentit le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules. En l'espace d'une matinée, il était passé de pompier à gardien d'un secret qui pourrait changer le cours de l'évolution elle-même. Les lynx qu'ils avaient sauvés n'étaient que le début d'une aventure qui les mènerait bien au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé possible. 3 jours après leur rencontre extraordinaire, Marc fut réveillé à 4 heures du matin par un son qu'il reconnut immédiatement. Le chant mélodieux des lynx, porté par le vent nocturne jusqu'à sa fenêtre. Il se leva précipitamment et découvrit une silhouette familière dans son jardin. La mère lynx se tenait à la lisière de sa propriété, ses yeux dorés brillant dans la pénombre comme 2 étoiles terrestres. À ses côtés, le petit lynx qu'ils avaient soigné semblait avoir complètement récupéré, son pelage lustré témoignant d'une santé florissante. Marc enfila rapidement ses vêtements et sortit avec précaution, veillant à ne pas effrayer ses visiteurs nocturnes. Mais les lynx ne montraient aucune crainte. Au contraire, ils s'approchèrent de lui avec une confiance qui le bouleversa. La mère déposa délicatement à ses pieds un objet qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une sphère translucide de la taille d'une balle de tennis, contenant ce qui ressemblait à des circuits organiques pulsant d'une lumière douce. « Qu'est-ce que vous voulez me dire ?»
murmura Marc en s'agenouillant face aux deux félins. La mère lynx émit une série de vocalisations complexes, puis toucha la sphère de sa patte. Immédiatement, l'objet projeta dans l'air une carte holographique des Vosges, marquée de points lumineux qui clignotaient à intervalles réguliers. Marc comprit instantanément. Ces points représentaient les emplacements des autres communautés de lynx augmentées dans la région. « Vous me montrez où sont vos familles », réalisa-t-il avec émotion. « Mais pourquoi ?» La réponse vint sous forme d'images projetées par la sphère, des hélicoptères militaires survolant certaines zones marquées, des équipes de capture déployant des filets sophistiqués et des lynx disparaissant un par un. Le message était clair, les communautés étaient traquées méthodiquement et elles avaient besoin d'aide pour survivre. Marc téléphona immédiatement à Pierre et Dr Lemaire qui arrivèrent dans l'heure suivante. La découverte de cette nouvelle technologie de communication les laissa sans voix. La sphère semblait réagir aux émotions et aux intentions des observateurs, adaptant ses projections pour transmettre des informations de plus en plus précises. Dr Lemaire réalisa qu'il se trouvait face à une forme d'intelligence artificielle biologique d'une sophistication inouïe. Cette technologie dépasse tout ce que l'humanité a développé, chuchota-t-elle en observant les circuits organiques pulser en harmonie avec les battements cardiaques du petit lynx. Ces créatures ne sont pas simplement augmentées, elles sont devenues les symbiontes d'une forme d'intelligence que nous ne comprenons pas encore. Cette révélation la terrifia et la fascina simultanément. Pierre étudiait attentivement la carte holographique et remarqua que plusieurs points lumineux avaient cessé de clignoter depuis leur première observation. « Ils perdent du terrain », constata-t-il avec gravité. « Combien de communautés ont déjà été capturées ?» La mère lynx sembla comprendre sa question et modifia la projection pour montrer l'évolution temporelle des disparitions. En moins d'une semaine, 6 communautés avaient été localisées et neutralisées. La sphère projeta alors une nouvelle image qui glaça le sang des 3 témoins. Un complexe militaire souterrain où des lynx captifs étaient soumis à des expériences d'une cruauté révoltante. Les animaux étaient contraints de combattre entre eux, leurs implants reprogrammés pour éliminer leurs inhibitions naturelles et transformer ces créatures pacifiques en machines de guerre biologique. Le contraste avec la famille aimante qu'ils avaient devant eux était insoutenable. « Nous devons faire quelque chose », déclara Marc, la voix tremblante de colère. « Ces créatures extraordinaires méritent mieux que d'être transformées en armes. » Dr Lemaire acquiesça, mais elle comprenait l'ampleur du défi qui les attendait. Comment 3 civils pourraient-ils affronter une organisation militaire disposant de ressources considérables et d'une technologie de pointe? La réponse vint de la sphère elle-même. L'objet projeta les coordonnées d'un lieu de rendez-vous, une ancienne mine abandonnée dans les Hautes-Vosges, où les attendait quelqu'un qui pourrait les aider. L'hologramme montra brièvement le visage d'une femme d'une 50aine d'années, aux traits marqués par l'intelligence et la détermination. Un nom apparut sous son portrait, Dr Catherine Moreau, ancienne directrice de recherche du CNRS, maintenant en exil volontaire. « Catherine Moreau », répéta Dr Lemaire avec surprise. « Je connais ce nom. Elle était une sommité en neurobiologie computationnelle avant de disparaître mystérieusement il y a 2 ans. Les rumeurs parlaient d'un conflit avec le gouvernement sur des questions d'éthique scientifique. » Cette révélation ajoutait une crédibilité inattendue à leur mission. Si une scientifique de ce calibre était impliquée dans la protection des lynx, c'est que l'enjeu dépassait largement ce qu'ils avaient imaginé. Pierre consulta sa montre. Il était maintenant 5 heures du matin et le rendez-vous était prévu pour midi. « Nous avons 7 heures pour nous préparer », annonça-t-il. « Mais nous préparer à quoi exactement ?» La mère lynx répondit à sa question en touchant à nouveau la sphère, qui projeta des images d'un refuge souterrain où des dizaines de lynx vivaient en harmonie, développant une civilisation hybride fascinante. Ces lynx avaient appris à utiliser des outils sophistiqués, à cultiver des champignons bioluminescents pour l'éclairage
et même à créer des œuvres d'art d'une beauté saisissante qui combinaient instinct naturel et intelligence augmentée. Leurs jeunes apprenaient non seulement les techniques de chasse traditionnelles, mais aussi les mathématiques, la communication interespèce et les bases de la technologie symbiotique. « C'est une nouvelle espèce », murmura Dr Lemaire, émerveillé. « Ces lynx ne sont plus Homo felinis sylvestri. Ils sont devenus autre chose, quelque chose d'entièrement nouveau dans l'histoire de la vie sur Terre. » Cette évolution accélérée défiait toutes les théories évolutionnistes établies et ouvrait des perspectives vertigineuses sur l'avenir de l'intelligence planétaire. Marc observa le petit lynx qui jouait innocemment avec la lumière projetée par la sphère, ses pattes tentant d'attraper les hologrammes comme s'ils étaient des papillons lumineux. Cette innocence contrastait cruellement avec la sophistication de sa technologie implantée et le poids des responsabilités qui pesaient sur son espèce. « Il ne sait même pas qu'il représente l'avenir de l'évolution », dit-il avec émotion. La sphère émit alors une pulsation plus intense et projeta une dernière image, les trois humains aux côtés de Dr Moreau et d'une délégation de lynx augmentés, travaillant ensemble dans ce qui ressemblait à un laboratoire de recherche ultramoderne. Cette vision d'un futur collaboratif entre les espèces redonna espoir à Marc et ses compagnons. « Ils nous proposent une alliance », comprit Pierre. « Pas seulement pour les sauver, mais pour construire quelque chose de nouveau ensemble. » Cette perspective transformait radicalement leur perception de la situation. Ils n'étaient plus de simples protecteurs, mais les pionniers d'une nouvelle forme de coopération interespèce. Dr Lemaire ramassa délicatement la sphère, sentant sa chaleur organique pulser contre ses paumes. « Je n'ai jamais imaginé que ma carrière de vétérinaire m'amènerait à devenir ambassadrice d'une nouvelle espèce intelligente, » dit-elle avec un sourire mélangé d'appréhension et d'excitation. « Mais si ces créatures extraordinaires nous font confiance, nous devons être à la hauteur de cette confiance. » Les lynx s'approchèrent une dernière fois de leurs alliés humains, frottant leur tête contre leurs jambes dans un geste d'affection qui transcendait les barrières entre les espèces. Puis, avec cette grâce naturelle qui les caractérisait, ils disparurent dans la forêt matinale, laissant derrière eux trois humains transformés par cette rencontre extraordinaire. Marc regarda ses compagnons et réalisa que leur vie venait de basculer définitivement. En l'espace de quelques jours, ils étaient passés d'intervenants d'urgence à gardiens d'un secret qui pourrait révolutionner l'histoire de l'humanité. Le chemin qui les attendait était semé d'embûches, mais la beauté de ce qu'ils avaient découvert justifiait tous les risques. « Direction les Hautes-Vosges », déclara-t-il en serrant la sphère dans sa veste. « Il est temps de rencontrer Dr Moreau et de découvrir l'étendue réelle de cette aventure. » Pierre démarra son véhicule tandis que Dr Lemaire consultait une dernière fois les données stockées dans le dispositif confié par les lynx. L'avenir de deux espèces intelligentes dépendait maintenant de leur courage et de leur détermination à préserver ce miracle de l'évolution. La route serpentant vers les Hautes-Vosges s'avéra plus difficile que prévu. À mesure qu'ils s'éloignaient de la civilisation, Pierre remarqua plusieurs véhicules suspects qui semblaient les suivre à distance. Des voitures banales aux vitres teintées qui maintenaient toujours la même distance, changeant de position mais jamais de trajectoire. Marc consulta le GPS et réalisa qu'ils étaient probablement tracés depuis leur départ, leur téléphone portable servant de balise involontaire aux forces qui traquaient les lynx augmentés. « Nous devons abandonner nos téléphones », déclara-t-il en éteignant son appareil, et prendre des routes secondaires pour semer nos poursuivants. Dr Lemaire et Pierre suivirent son exemple, plongeant leur petit groupe dans un isolement technologique qui rendait leur mission encore plus périlleuse. Sans communication moderne, ils dépendaient maintenant entièrement de leurs instincts et de la sphère organique qui pulsait doucement dans la veste de Dr Lemaire. 40 minutes avant l'heure du rendez-vous, ils atteignirent enfin les coordonnées indiquées par la sphère.
L'ancienne mine de fer s'ouvrait dans la montagne comme une bouche béante, ses structures métalliques rouillées témoignant d'une époque industrielle révolue. L'endroit paraissait totalement abandonné, mais la sphère émettait maintenant une pulsation régulière qui s'intensifiait à mesure qu'il s'approchait de l'entrée principale. Pierre gara le véhicule derrière un amas de rochers pour le dissimuler, et ils s'avancèrent prudemment vers l'entrée de la mine. L'air était chargé d'humidité et d'une odeur métallique caractéristique des espaces souterrains longtemps fermés. Mais Marc remarqua rapidement que ce lieu n'était pas aussi abandonné qu'il le paraissait. Des traces de passage récents, des équipements modernes soigneusement camouflés, et surtout une série de sons étouffés qui provenaient des profondeurs du complexe. « Il y a de la vie là-dessous », murmura Dr Lemaire en tendant l'oreille vers les échos mystérieux qui remontaient des galeries. Ces sons n'étaient ni humains ni animaux traditionnels, mais quelque chose d'intermédiaire, une harmonie complexe qui évoquait les chants des lynx qu'ils avaient entendus, amplifiés et enrichis par la résonance des tunnels. Une silhouette émergea de l'obscurité des galeries. Dr Catherine Moreau, exactement telle qu'elle était apparue dans l'hologramme, mais avec une présence physique qui imposait immédiatement le respect. Ses vêtements pratiques et usés témoignaient d'une vie passée loin des laboratoires aseptisés, et ses yeux perçants révélaient une intelligence aiguisée par des années de recherche clandestine. Elle s'avança vers eux avec une démarche assurée qui ne trahissait aucune méfiance. « Vous êtes donc les 3 témoins que nos amis félins m'ont annoncés, » dit-elle sans préambule, sa voix portant l'autorité naturelle d'une chercheuse habituée à diriger des équipes. « Je suis Catherine Moreau, et je vous assure que ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépassera tout ce que vous avez pu imaginer. » Son regard se posa sur Dr Lemaire qui tenait la sphère organique, et un sourire appréciatif éclaira son visage marqué. « Cette sphère de communication, continua-t-elle en désignant l'objet, représente 15 années de recherche collaborative entre l'intelligence humaine et féline augmentée. Elle ne contient pas seulement des données, mais une conscience collective qui se développe en permanence. » Dr Lemaire sentit effectivement l'objet pulser plus intensément au contact avec Dr Moreau, comme s'il reconnaissait une ancienne collaboratrice. Catherine les guida vers l'entrée de la mine, activant discrètement un dispositif qui fit glisser une porte camouflée, révélant un ascenseur ultramoderne totalement dissimulé dans la structure ancienne. « Bienvenue dans le Sanctuary », annonça-t-elle, tandis qu'il descendait vers les profondeurs. Le seul endroit au monde où l'évolution accélérée de l'intelligence peut se développer sans contraintes militaires ou commerciales. La descente dura plusieurs minutes, traversant des couches géologiques qui témoignaient de millions d'années d'histoire terrestre. Quand les portes s'ouvrirent, Marc et ses compagnons découvrirent un spectacle qui les laissa sans voix. Une vaste caverne naturelle avait été transformée en un écosystème artificiel d'une beauté saisissante où la technologie s'intégrait harmonieusement avec des éléments naturels pour créer un environnement parfaitement adapté aux besoins des lynx augmentés. Des arbres bioluminescents dispensaient une lumière douce et naturelle, leurs feuilles émettant des photons selon des rythmes qui semblaient synchronisés avec les activités de la communauté féline. Des cours d'eau serpentaient entre des rochers sculptés avec une précision artistique, créant des zones de repos et d'activité parfaitement délimitées. Et partout, des lynx évoluaient avec une grâce qui mêlait leurs instincts naturels à une intelligence manifestement augmentée. 43 individus vivent ici actuellement, expliqua Catherine en observant l'émerveillement de ses visiteurs. Ils représentent 3 générations d'évolution accélérée, chaque nouvelle génération développant des capacités cognitives supérieures à la précédente. Dr Lemaire observa attentivement ces félins extraordinaires et remarqua immédiatement les différences avec ceux qu'ils avaient rencontrés en surface. Ces lynx du Sanctuary montraient une coordination sociale d'une sophistication remarquable. Ils travaillaient en équipe pour résoudre des problèmes complexes, utilisaient des outils qu'ils fabriquaient eux-mêmes et communiquaient avec une richesse lexicale
qui dépassaient largement celles des dauphins ou des primates supérieurs. Leurs jeunes suivaient des cours dispensés par les adultes, apprenant non seulement les techniques de survie traditionnelles, mais aussi les mathématiques, la logique et même les bases de la programmation biologique. « Comment est-ce possible ?» murmura Pierre en voyant un jeune lynx résoudre un puzzle tridimensionnel avec une facilité déconcertante. Cette évolution cognitive nécessiterait normalement des millénaires. Catherine sourit, comprenant parfaitement son émerveillement face à ce qui défiait toutes les lois connues de l'évolution. L'intelligence n'est pas seulement une question de temps, expliqua-t-elle. Quand on combine amélioration génétique, augmentation technologique et environnement d'apprentissage optimal, l'évolution peut s'accélérer de manière exponentielle. Ces lynx ne subissent plus les contraintes de sélection naturelle traditionnelles. Ils peuvent se concentrer entièrement sur le développement de leurs capacités cognitives. Marc observa un groupe de lynx adultes rassemblés autour de ce qui ressemblait à un tableau holographique, débattant visiblement d'un problème complexe, avec des vocalisations modulées qui évoquaient davantage un séminaire universitaire qu'un comportement animal naturel. « Ils débattent », réalisa-t-il avec stupéfaction. « Ces créatures mènent des discussions intellectuelles. » « Exactement, » confirma Catherine, « et leurs conclusions influencent directement les décisions collectives de la communauté. Nous assistons à l'émergence d'une véritable démocratie interespèce. » Cette révélation bouleversa profondément Dr Lemaire, qui avait consacré sa carrière à soigner des animaux qu'elle considérait comme fondamentalement différents des humains. Voir ces lynx développer des structures sociales aussi sophistiquées remettait en question toutes ces certitudes. Catherine les guida vers un laboratoire où plusieurs lynx travaillaient aux côtés de chercheurs humains, manipulant des équipements scientifiques avec une dextérité surprenante. « Voici notre équipe de recherche collaborative », annonça-t-elle fièrement. Ces lynx contribuent activement au développement de nouvelles technologies bio-intégrées. Leurs perspectives cognitives uniques nous permettent de découvrir des solutions que l'intelligence humaine seule n'aurait jamais envisagées. L'un des lynx chercheurs s'approcha de Dr Lemaire et émit une série de sons complexes tout en désignant la sphère qu'elle portait. Catherine traduisit. « Il dit que cette sphère contient des informations cruciales sur les communautés menacées et il propose de l'analyser pour développer des stratégies de protection plus efficaces. » Cette proposition d'aide technique de la part d'un animal dépassait tout ce que Dr Lemaire avait pu imaginer. Pierre remarqua que tous les équipements du laboratoire semblaient fusionner technologies traditionnelles et éléments organiques d'origine inconnue. « Cette biotechnologie, demanda-t-il, elle vient d'où exactement ?» Catherine hésita un moment avant de répondre, visiblement en proie à un débat intérieur sur les informations qu'elle pouvait révéler. « C'est la partie la plus extraordinaire de cette histoire, » finit-elle par dire. « Ces augmentations technologiques ne sont pas entièrement d'origine humaine. Nos recherches ont révélé l'existence d'une forme d'intelligence non terrestre qui guide subtilement l'évolution de certaines espèces vers une symbiose technologique avancée. Les lynx ne sont que les premiers bénéficiaires de ce processus. » Cette révélation frappa les trois visiteurs comme un coup de tonnerre. L'idée que l'évolution des lynx puisse être influencée par une intelligence extraterrestre transformait complètement leur compréhension de la situation. Marc sentit un frisson parcourir son échine en réalisant qu'ils étaient peut-être les témoins des premiers contacts entre l'humanité et une forme de vie alien. « Nous ne sommes pas seuls », murmura Dr Lemaire, tenant la sphère organique qui pulsait maintenant d'une lumière plus intense, comme si elle réagissait à cette révélation cruciale. Et ces lynx extraordinaires sont les ambassadeurs d'un futur que nous ne pouvons même pas imaginer. Catherine Moreau guida le groupe vers une section plus profonde du complexe souterrain, où l'architecture semblait fusionner avec la roche naturelle de manière impossible. Les parois brillaient d'une lueur organique qui ne provenait d'aucune source lumineuse identifiable,
et l'air lui-même paraissait vibrer d'une énergie que Marc ne parvenait pas à identifier. « Ce que vous allez voir maintenant, » prévint Catherine d'une voix grave, « va révolutionner votre compréhension non seulement de ces lynx, mais de la place de l'humanité dans l'univers. » Ils pénétrèrent dans une chambre circulaire dont les dimensions semblaient défier les lois de la géométrie. L'espace paraissait simultanément immense et intime, les perspectives se déformant selon un principe architectural qui échappait à la logique humaine. Au centre de cette salle extraordinaire, une structure cristalline de 3 mètres de hauteur pulsait d'une lumière hypnotique, projetant des motifs complexes qui évoquaient simultanément des circuits électroniques et des structures cellulaires. « Le Nexus », annonça Catherine avec révérence, « le cœur de tout ce que nous avons découvert. » Dr Lemaire sentit immédiatement la sphère qu'elle portait réagir à la proximité de cette structure, sa pulsation s'accélérant jusqu'à synchroniser parfaitement avec les rythmes du cristal central. L'objet semblait littéralement rentrer en communication avec le Nexus, échangeant des informations dans un langage de lumière pure. Plusieurs lynx adultes étaient disposés en cercle autour de la structure, leurs implants émettant une lueur intense qui créait un réseau de connexions lumineuses entre eux et le cristal. Leurs yeux étaient fermés et leur corps parfaitement immobile. Mais Marc pouvait sentir qu'une activité intense se déroulait à un niveau invisible. « Ils communiquent avec les architectes », expliqua Catherine en observant la fascination mélangée de terreur qui se lisait sur le visage de ses invités. « Les architectes », répéta Pierre, sa voix à peine audible, tant le spectacle qui se déroulait devant eux le bouleversait. Catherine acquiesça, ses traits reflétant des années de questionnement et de découverte qui avaient transformé sa vision du monde. C'est ainsi que nous les appelons. Une intelligence collective qui existe à une échelle temporelle et spatiale que nous peinons à comprendre. Il guide l'évolution de l'intelligence dans tout l'univers. Dr Lemaire s'approcha prudemment du Nexus, sentant la sphère organique vibrer de plus en plus intensément dans ses mains. Soudain, l'objet quitta ses paumes et flotta vers la structure cristalline, s'intégrant parfaitement dans une cavité qui semblait avoir été créée spécifiquement pour le recevoir. Immédiatement, toute la chambre s'illumina d'une lumière éblouissante, et les lynx en méditation ouvrirent simultanément leurs yeux dorés qui brillaient maintenant d'une intensité surnaturelle. « Il nous parle », murmura l'un des lynx d'une voix parfaitement articulée qui fit sursauter Marc. Entendre un animal s'exprimer dans un français parfait dépassait même les prodiges dont ils avaient été témoins jusqu'alors. Les architectes veulent communiquer directement avec vous, témoins humains de notre évolution. Cette phrase, prononcée avec une diction et une intonation purement humaines, révéla l'ampleur de la transformation cognitive des lynx. Catherine expliqua rapidement le phénomène. Les implants ne se contentent pas d'augmenter leur capacité cognitive. Ils leur permettent d'accéder à une base de données linguistiques universelle, partagée par toutes les espèces intelligentes de la galaxie. Ces lynx peuvent maintenant communiquer dans n'importe quelle langue, comprendre des concepts abstraits et même accéder à des connaissances scientifiques qui dépassent notre niveau technologique actuel. Le Nexus émit alors une vibration profonde qui résonna dans les os de tous les présents, et des images holographiques commencèrent à se matérialiser dans l'air autour d'eux. Ces projections montraient l'histoire de l'évolution intelligente dans l'univers, des civilisations entières guidées vers la transcendance technologique, des espèces qui avaient réussi à fusionner harmonieusement intelligence biologique et artificielle, et d'autres qui avaient échoué, détruisant leur environnement par leur incapacité à évoluer de manière responsable. L'humanité est à un point critique, expliqua le lynx qui avait parlé précédemment, sa voix maintenant empreinte d'une sagesse qui dépassait largement son âge apparent. Votre espèce développe rapidement des technologies qui pourraient soit l'élever vers une conscience supérieure, soit la détruire complètement. Les architectes ont choisi nos communautés comme test
pour explorer la possibilité d'une évolution collaborative entre espèces terrestres. Mark sentit le poids de cette révélation s'abattre sur ses épaules. L'idée que l'avenir de l'humanité puisse dépendre de l'évolution de ces lynx extraordinaires dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. « Pourquoi les lynx ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Pourquoi pas directement avec nous ?»« Parce que l'humanité n'est pas encore prête, » répondit un autre lynx en s'approchant du groupe. « Votre espèce est encore trop fragmentée, trop dominée par des instincts territoriaux et des conflits internes. Nous, les lynx, possédons naturellement les qualités nécessaires à cette évolution. Patience, adaptabilité, capacité à vivre en harmonie avec notre environnement. Nous servons de pont entre votre intelligence chaotique et la conscience universelle des architectes. » Les hologrammes se modifièrent pour montrer des images du futur possible. Des villes où humains et animaux augmentés travaillaient ensemble, des écosystèmes restaurés grâce à une technologie bio-intégrée, et une humanité qui avait transcendé ses limitations actuelles pour devenir une espèce véritablement spatiale. Mais d'autres projections montraient les conséquences d'un échec. Une Terre dévastée, des guerres technologiques qui détruiraient toute forme de vie intelligente. Dr Lemaire observait ces visions avec un mélange de fascination et de terreur. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, comprenant instinctivement qu'ils étaient maintenant les dépositaires d'une responsabilité énorme. Le lynx qui lui répondit le fit avec une douceur qui contrastait avec la gravité de ses paroles. « Aider à protéger nos communautés le temps que l'évolution s'accomplisse. Dans 50 ans, si nous survivons aux tentatives d'exploitation militaire, nous serons suffisamment développés pour servir d'ambassadeurs entre l'humanité et les architectes. » Pierre réalisa soudain l'ampleur de l'enjeu. « Les forces militaires qui vous traquent, dit-il, elles ne comprennent pas ce qu'elles risquent de détruire. » Un lynx âgé, aux yeux particulièrement brillants, s'avança vers lui. « Exactement. Ils voient en nous des armes potentielles, sans comprendre que nous représentons l'unique chance de survie à long terme de votre espèce. En nous transformant en machines de guerre, ils condamneraient l'humanité à répéter les erreurs des civilisations qui se sont autodétruites. » Catherine observait l'échange avec une satisfaction évidente. « Voilà pourquoi j'ai consacré ma carrière à protéger ce projet, » dit-elle. « Au début, je pensais simplement participer à une révolution scientifique. Maintenant, je comprends que nous travaillons à préserver l'avenir de l'intelligence consciente sur Terre. » Son regard se posa sur Mark, Pierre et Dr Lemaire avec une intensité particulière. « Vous trois représentez l'espoir, » continua-t-elle. « Vous avez été choisis par les lynx non par hasard, mais parce que vos profils psychologiques indiquent une capacité à comprendre et accepter cette réalité extraordinaire. Vous êtes les premiers ambassadeurs humains de cette alliance interespèce. » Cette responsabilité était écrasante, mais Mark sentit simultanément une détermination nouvelle naître en lui. Le Nexus émit un nouveau signal, et tous les lynx présents tournèrent simultanément leur tête vers l'entrée de la chambre. Leurs implants clignotèrent d'une lumière rouge d'alarme, et une tension palpable envahit l'atmosphère. « Ils arrivent », annonça le lynx leader d'une voix grave. « Les forces militaires ont localisé le sanctuary. Nous avons peut-être 1 heure avant qu'ils ne forcent les défenses extérieures. » Catherine se dirigea rapidement vers un panneau de contrôle camouflé dans la paroi rocheuse. « Protocole d'évacuation d'urgence », déclara-t-elle en activant une série de dispositifs. « Nous devons transférer toute la communauté vers le site de secours dans les Alpes. » Mais Mark réalisa immédiatement que l'évacuation de 43 lynx et de leurs équipements scientifiques représentait un défi logistique énorme. « Il y a une autre solution, » dit-il soudainement, une idée audacieuse prenant forme dans son esprit. « Plutôt que de fuir, pourquoi ne pas révéler la vérité au monde entier? Si l'humanité comprend ce qui se joue réellement, peut-être que l'opinion publique pourra protéger les lynx mieux que n'importe quel refuge secret. » Cette proposition fit se tourner tous les regards vers lui, humains et félins confondus.
Un silence lourd s'abattit sur la chambre tandis que chacun pesait les implications de cette stratégie révolutionnaire. Révéler l'existence des lynx augmentés et de leur connexion avec une intelligence extraterrestre pourrait soit sauver le projet, soit le condamner définitivement. L'avenir de deux espèces intelligentes se jouerait dans les heures qui suivraient. Le lynx leader s'approcha lentement de Mark, ses yeux dorés reflétant une sagesse millénaire, malgré son jeune âge apparent. « Votre proposition est courageuse, Marc Dubois », dit-il d'une voix qui portait maintenant l'autorité collective de tous les architectes. « Mais révéler notre existence au monde implique des risques considérables. Une fois cette vérité libérée, nous ne pourrons plus contrôler la manière dont l'humanité réagira. » Le silence qui suivit était chargé d'une tension presque palpable, chacun comprenant que la décision des prochaines minutes déterminerait l'avenir de l'intelligence consciente sur Terre. Dr Lemaire s'avança vers le Nexus, touchant délicatement sa surface cristalline qui pulsait maintenant d'une lumière intense. « Montrez-nous », demanda-t-elle aux architectes. « Montrez-nous les conséquences possibles de chaque choix. » Immédiatement, l'air se remplit d'hologrammes complexes illustrant différents futurs probables. Dans certaines visions, la révélation publique entraînait des débats mondiaux constructifs et une collaboration internationale pour protéger les lynx. Dans d'autres, la panique, l'exploitation commerciale et des conflits militaires détruisaient tout espoir d'évolution harmonieuse. Pierre observait attentivement ces projections futuristes quand son attention fut attirée par un détail crucial. « Regardez, dit-il en pointant vers l'une des visions positives. Dans les scénarios où ça fonctionne, il y a toujours des témoins crédibles qui racontent l'histoire de manière authentique. Des gens ordinaires que le public peut comprendre et auxquels il peut s'identifier. » Cette observation fit réfléchir tout le groupe sur leur rôle unique dans cette révélation potentielle. Catherine Moreau consulta rapidement ses équipements de surveillance et confirma que les forces militaires étaient maintenant à moins de 30 minutes du site. « Nous n'avons plus le luxe de débattre longtemps », annonça-t-elle avec urgence. « Quelle que soit notre décision, elle doit être prise maintenant. » Le stress de la situation ajoutait une dimension dramatique à ce moment crucial où l'avenir de deux espèces intelligentes se jouait en quelques minutes. C'est alors que le petit lynx qu'ils avaient sauvé lors de leur première rencontre s'approcha du groupe. Malgré son jeune âge, il s'exprima avec une clarté et une maturité surprenantes. « Les architectes m'ont choisi pour vous transmettre leur décision finale. Ils acceptent le risque de la révélation publique, car l'alternative, notre capture et notre transformation en armes biologiques, représente un danger encore plus grand pour l'évolution de l'intelligence universelle. » Marc sentit son cœur s'emballer en comprenant l'ampleur de la responsabilité qui leur incombait. « Comment procédons-nous » demanda-t-il, sa formation de pompier prenant automatiquement le dessus pour organiser une opération complexe sous pression. Le lynx leader répondit en activant le Nexus qui projeta immédiatement un plan d'action détaillé. « Nous disposons d'un réseau de communication global bio-intégré », expliqua-t-il. « En synchronisant vos appareils électroniques avec nos systèmes, nous pouvons diffuser simultanément notre histoire sur tous les médias de la planète. Mais cette révélation doit être accompagnée de preuves irréfutables et de témoignages authentiques. » Dr Lemaire comprit immédiatement qu'ils allaient devenir les visages humains de cette révélation historique. Pierre sortit son appareil photo professionnel, vérifiant rapidement ses batteries et ses cartes mémoire. « Je peux documenter tout ce que nous avons vu, » dit-il avec détermination. « Mais nous aurons besoin de plus que des images. Nous devons montrer l'humanité de ces créatures, leur intelligence, leur capacité d'émotion. » Le petit lynx s'approcha de lui et posa délicatement sa patte sur l'objectif, laissant ses implants transférer directement des données visuelles dans l'appareil. Les images qui apparurent sur l'écran de contrôle dépassèrent tout ce que Pierre avait pu imaginer. C'étaient les souvenirs visuels du lynx lui-même, son sauvetage par ses frères, les soins prodigués par Dr Lemaire et surtout l'évolution de sa compréhension du monde à mesure que ses implants développaient ses capacités cognitives.
Ces perspectives félines uniques révélaient une vision du monde d'une richesse et d'une profondeur extraordinaires. Dr Lemaire se dirigea vers ses équipements médicaux et commença à préparer un dossier scientifique complet sur les lynx augmentés. Nous devons présenter des données médicales irréfutables, expliqua-t-elle en analysant les échantillons biologiques qu'elle avait prélevés. La communauté scientifique internationale devra pouvoir vérifier indépendamment nos découvertes. Les lynx facilitèrent son travail en lui donnant accès à leurs propres analyses biologiques, révélant des niveaux de sophistication cellulaire qui révolutionneraient la médecine humaine. Marc coordonnait l'ensemble de l'opération utilisant son expérience de gestion de crise pour orchestrer cette révélation mondiale. Catherine, pouvez-vous préparer la documentation scientifique technique? Pierre, concentrez-vous sur l'aspect humain et émotionnel. Sophie, préparez les preuves médicales irréfutables. Moi, je vais rédiger le témoignage de notre première rencontre. Cette répartition des tâches permit d'optimiser leurs préparatifs malgré l'urgence de la situation. Les lynx travaillaient simultanément à l'activation de leur réseau de communication globale. Le Nexus émettait maintenant des pulsations si intenses que toute la chambre vibrait d'énergie. Des connexions s'établissaient avec des relais cachés dans le monde entier, créant un maillage de communication qui échappait complètement au contrôle des gouvernements et des corporations. Cette infrastructure parallèle témoignait de la sophistication technologique des architectes. 5 minutes avant la diffusion mondiale, annonça le Lynx Leader en surveillant ses systèmes de communication bio-intégrés. Une fois cette information libérée, il n'y aura plus de retour en arrière possible. L'humanité devra faire face à la vérité sur sa place dans l'univers. Cette dernière mise en garde soulignait l'irréversibilité de leurs décisions et l'ampleur de ses conséquences potentielles. Marc prit une profonde inspiration et regarda ses compagnons. En l'espace de quelques jours, ils étaient passés d'intervenants d'urgence à ambassadeurs d'une révolution évolutionnaire qui changerait l'histoire de l'humanité. « Nous sommes prêts », déclara-t-il avec une détermination qui surprit même Dr Lemaire, « que l'avenir commence maintenant. » Au moment exact où les forces militaires atteignaient les défenses extérieures du Sanctuary, le Nexus émit une pulsation d'énergie qui se propagea instantanément à travers le réseau de communication des lynx. Simultanément, sur tous les continents, dans toutes les langues, l'histoire extraordinaire des lynx augmentés commença à se diffuser sur Internet, à la télévision, à la radio et même sur les dispositifs électroniques personnels de millions d'individus. Les témoignages de Marc, Pierre et Dr Lemaire, accompagnés des images uniques de Pierre et des analyses scientifiques irréfutables, créèrent un choc mondial immédiat. Mais contrairement au scénario catastrophe, la réaction de l'humanité fut majoritairement positive. La beauté de la symbiose entre intelligence naturelle et technologie alien touchait quelque chose de profond dans la conscience collective humaine. 6 mois plus tard, Marc se tenait dans la même clairière où tout avait commencé, mais le paysage avait radicalement changé. Un centre de recherche international avait été construit pour faciliter la collaboration entre humains et lynx augmentés. Des scientifiques du monde entier venaient étudier cette évolution extraordinaire, guidés par les lynx eux-mêmes qui étaient devenus d'extraordinaires enseignants et collaborateurs. Dr Lemaire dirigeait maintenant un programme vétérinaire révolutionnaire qui soignait simultanément des animaux traditionnels et des créatures technologiquement augmentées. Pierre documentait l'évolution quotidienne de cette société hybride, ses photographies devenant des témoignages historiques de l'émergence d'une nouvelle forme de civilisation. Et Marc, promu coordinateur de sécurité du site, veillait à protéger cette merveille contre ceux qui voudraient encore l'exploiter. Le petit lynx qu'ils avaient sauvé était devenu l'un des ambassadeurs les plus doués entre les espèces, sa capacité à communiquer avec les humains servant de pont vers une compréhension mutuelle plus profonde. Quand Marc le croisait dans les allées du centre, il ne pouvait s'empêcher de sourire en repensant à ce matin d'octobre
où une simple intervention de pompiers avait déclenché la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. L'avenir restait incertain, mais une chose était sûre. L'humanité n'était plus seule dans l'univers, et grâce au courage de quelques individus ordinaires et à l'extraordinaire intelligence des lynx augmentés, l'évolution de la conscience universelle continuait sa marche inexorable vers des horizons que personne n'aurait osé imaginer.